Bonjour à tous. Bon, je ne vais pas vous raconter que le Bitcoin va finir à 1 million d'euros parce que j'en sais rien en fait. Et je pense que personne n'en sait rien. Je vais vous raconter en revanche du vécu, mon histoire en partie, et comment un gamin qui a grandi à l'aide sociale à l'enfance a un jour créé une licorne française et qui a investi dans l'immobilier en parallèle de tout ça et a créé une chaîne d'hôtels et a acheté pour plus de 200 millions d'euros d'immobilier. Tout ça en créant ma société principale qui était Aircall, une des licornes françaises comme je vous disais. L'histoire, elle commence par une vie assez simple d'un enfant qui grandit avec sa maman qui est une immigrée bulgare, qui ne parle pas très bien français, mais qui essaye quand même d'éduquer son enfant. Et malheureusement, à force de conseils d'investissement et de mauvais choix dans sa vie, elle a tout perdu. Elle s'est retrouvée elle-même ruinée, sans un sou, et donc plus la capacité finalement d'éduquer son fils. Et donc j'ai été placé en famille d'accueil à l'âge de 12 ans, à l'âge où normalement on est censé aller à l'école, où on est censé avoir une vie normale et se réveiller tous les matins chez soi. Et donc ma vie à ce moment-là a basculé. Et donc toute ma vie on m'a dit, Jonathan, tu ne pourras pas dans tous les cas faire ce que tu veux, ne vise pas trop haut, vise le minimum, c'est d'essayer d'avoir un travail et de pouvoir te nourrir. Sauf qu'en fait, tous ces traumatismes, toute cette histoire en fait, qui m'est arrivée, et ce placement en famille d'accueil et cette envie, on va dire, du monde et des personnes qui m'entourent de me dire ne va pas trop loin, n'essaye pas de faire des choses qui ne se seront pas accessibles dans tous les cas, m'ont en fait fait une fracture qui m'a donné envie, plus que jamais, de réussir, plus que jamais de travailler, plus que jamais de jamais me laisser faire et de faire en sorte justement de donner tort à ce monde, de donner tort aux personnes qui disent parce que ton passé est difficile, ton futur sera merdique. Et donc toute ma vie, j'ai eu ce motto dans la tête. Et donc jeune, j'ai commencé à travailler. À 14 ans, je commençais déjà à travailler en faisant du business en ligne. À 16 ans, je livrais des pizzas. À 18 ans, je livrais des journaux. Et bien à 19 ans, j'ai décidé d'acheter mon premier appartement en faisant un crédit étudiant parce que j'étais étudiant. Et je les ai enchaînés comme ça. Jusqu'à à peu près 24 ans, j'ai acheté plus de 10 appartements que je louais et qui me rapportait de l'argent. Et je suis passé d'un étudiant pauvre qui vient de l'aide sociale à l'enfance à un étudiant en fait relativement riche parce que à 23 ans, j'avais 5 000 euros par mois qui tombaient et j'avais 23 ans il y a 15 ans. Donc c'était quand même pas mal d'argent. Et donc ça m'a fait prendre conscience qu'on peut se débrouiller seul si on prend un peu de risques, mais si ces risques sont mesurés. Et moi, le risque était mesuré puisque c'était de l'immobilier. Et je suis un grand fervent de l'immobilier, puisque toute ma vie, tout l'argent que j'ai gagné pratiquement, je l'ai investi dans l'immobilier. Et donc les années passent, mais je me dis j'en veux plus. Je fais mes études, et là je crée ma première société qui s'appelle Aircall, qui deviendra une des licornes françaises, qui fait aujourd'hui plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires récurrent, qui est présente partout dans le monde, en France, aux États-Unis, à New York, en Australie, à Berlin, à Londres, enfin un peu partout dans le monde. On est présent dans plus de 55 pays. En tout cas, on a des clients dans plus de 55 pays. Et en fait, à ce moment-là, quand je lance la boîte, finalement, je n'avais pas d'expérience en tech, je n'avais pas d'expérience en télécom, puisque Aircall, c'est de la téléphonie d'entreprise, pour ceux qui ne savent pas. Et on me dit la même chose, ça me rappelle mon enfance, on me dit tu ne pourras pas y arriver, parce que tu n'as pas l'expérience, parce que tu ne sais pas faire ce genre de business, et en plus, il y a des gens meilleurs que toi, et ça existe déjà. Ceux qui sont entrepreneurs ont déjà dû entendre cette phrase, c'est « ça existe déjà, donc vous ne pourrez pas le faire ». Et bien moi, justement, quand j'entends cette phrase, ça me donne envie de le faire. Ça me donne envie de me dépasser et de faire en sorte qu'on va créer cette boîte et on va y arriver. Et on va faire en sorte que cette boîte devienne une des licornes françaises un jour. Et quand j'avais 26 ans, quand je me suis dit ça, bah évidemment, ça a prêté à sourire. Ça a prêté à sourire parce que ça n'a pas de sens en fait à 26 ans de se dire ça quand on monte une boîte. Ce qui a du sens en fait, c'est de travailler et de voir où ça va nous mener. Mais moi, dans ma tête, je me disais,
que c'est possible, on peut révolutionner ce business, qui est le business de la téléphonie d'entreprise, qui est un business vieux comme le monde, qui n'avait pas évolué depuis plus de 20 ans finalement, et qui était à un moment assez particulier de notre monde, un peu du web, qui était l'avènement du web 2.0. Ça s'appelait pour ça parce que en fait, c'était le software as a service qui commençait à émerger dans les années 2011-2012. Donc c'était le fait de créer un logiciel qui n'est pas un logiciel classique qu'on installe sur son ordinateur comme on a tous connu au début des années 2000, mais qui est plutôt un logiciel qui est complètement en ligne et qui est finalement une page web. Et donc ça, l'idée de créer un software dans les télécoms à partir finalement d'une page web était à ce moment-là quelque chose qui n'existait pas. Et de surtout simplifier ce qui existait, ça veut dire la téléphonie d'entreprise où on a tous un poste fixe. Nous, on a voulu le simplifier en le faisant entièrement en ligne. Et ça, c'était l'idée qui valait 0 €. Parce qu'en fait, une idée, ça vaut 0. Et j'insiste là-dessus souvent parce qu'on se dit souvent, on a une idée et c'est ça qui va faire la réussite de notre business. C'est faux. L'idée était correcte, mais comme on a tous des super idées, mais la seule chose qui compte, c'est votre capacité à exécuter. Et donc nous, ce qu'on s'est dit à ce moment-là, c'est on a une idée qui ne vaut pas grand-chose, mais qui en tout cas, ça n'existe pas. Ce qui existe est vieillot et nous, on va le rendre plus simple. Et donc, on a aligné les planètes en se disant, si on a la bonne équipe, si on a la bonne exécution, et si on a le bon produit, eh ben en fait, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Et de manière générale, quand on crée une boîte, il faut avoir ce triptyque. Le bon produit, la bonne exécution et la bonne équipe. Qu'est-ce que c'est la bonne équipe? La bonne équipe, ce n'est pas uniquement l'équipe qui a de l'expérience dedans et qui savent tout faire. Non. La bonne équipe, c'est des personnes qui sont impliquées, qui croient dans votre produit et que vous, surtout, vous allez traiter comme vos associés. Tous mes premiers employés ont été traités comme si on avait fondé la boîte ensemble. On leur donnait des parts en leur disant ces parts un jour vaudront beaucoup plus que le salaire qu'on te donne aujourd'hui. Donc ne te focus pas que sur ton salaire, c'est important, mais pense surtout à l'avenir de la boîte, à ce qui va se passer si toi, tu te donnes à fond et tu te comportes comme un fondateur. Parce que nous, on attendait ça d'eux. Et on a fait en sorte, dès le début, de leur dire, si un jour cette boîte vaut 1 milliard, ce qui a encore été à ce moment-là un rêve finalement, ben vous serez tous millionnaires. Et donc les 30 premiers salariés d'Aircall, on leur a dit ça un jour, ça a évidemment prêté à sourire. Même moi, au fond, ça me faisait sourire parce que j'y croyais, mais la chance que j'y arrive finalement était extrêmement faible. Que ce soit de par mon background ou de par l'histoire des licornes françaises, en 2014, il y en avait 0, donc c'est simple. Mais on se disait, c'est possible parce que le produit, il a quelque chose. L'équipe qu'on est en train d'embaucher, on leur donne les bonnes armes, on leur donne envie d'eux, et ils ont tous cette petite chose différente qui était un esprit entrepreneurial. Et ont été convaincus que tout allait se passer dans notre exécution. L'exécution étape par étape, vente par vente. Ne pas juste vendre un produit et se dire on a le meilleur produit, non, c'est régler le problème de chaque client. Chaque client doit ressortir d'une démo ou de l'utilisation de votre produit comme ils m'ont réglé un problème, pas ils m'ont vendu quelque chose. Et donc cette exécution qu'on a mise en route début 2014 ne nous a jamais quittés. En année 1, on a fait 1 million de chiffre d'affaires, en année 2, 3 millions, puis 9 millions, puis 18 millions, puis 40 millions, et ainsi de suite, jusqu'à plus de 200 millions aujourd'hui. On va d'ailleurs bientôt fêter même 250 millions d'ici le milieu de l'année prochaine. Et tout ça vient d'une bonne exécution. Et donc, ce que je peux conseiller aux personnes, qui que vous soyez, que vous veniez du monde corporate et que vous ayez aujourd'hui un métier, que demain vous vouliez entreprendre, ou que vous êtes vous-même issu des quartiers pauvres et que en fait, toute votre vie, on vous a dit que globalement, les pauvres ne réussissent pas, moi, j'essaie de vous prouver le contraire. J'essaie de vous prouver que quand on croit en ses rêves,
et qu'on y met de la sueur, qu'on y met énormément de travail, en fait, tout est possible. Et l'histoire d'Aircall, pour moi, a été une histoire auquel, évidemment, j'aurais jamais pu imaginer que ça puisse m'arriver. Mais comme si ce n'était pas suffisant, eh ben, en parallèle, je faisais également de l'immobilier. J'investissais. J'ai commencé par des chambres de service, comme je vous disais tout à l'heure. Puis après, les chambres de service se sont transformées en studios. Et puis, comme au Monopoly, les appartements se transforment en maisons, puis les maisons se transforment en hôtels. Et donc, j'ai acheté plusieurs hôtels, les uns après les autres, en parallèle d'être le directeur général d'Aircall, une boîte où il y avait 800 personnes. C'est que je mettais énormément de sueur au travail. Et chaque moment difficile de mon histoire, de ma vie, de tous les jours, quand j'ai perdu ma mère en 2017, c'est des moments qui sont hyper difficiles et qui peuvent vous faire choisir deux chemins. Le chemin de gauche qui est, ça nous fait mal, on souffre, on tombe vers le bas et on oublie ce qu'on est en train de créer. Ou le chemin de droite qui est finalement, on a le genou à terre et on se dit qu'on n'a jamais été aussi fort que lorsqu'on avait un genou à terre. Parce qu'en fait, ces difficultés, moi, m'ont donné la rage de me battre, la rage de ne pas me laisser faire, la rage d'aller encore plus haut, d'aller encore plus vite, de prendre l'énergie de chaque personne qui m'entoure pour l'utiliser, de me sortir de ces difficultés, qui est de perdre sa mère, qui est la seule personne que j'ai de ma famille. C'est-à-dire que je suis né de père inconnu, ma mère, c'est tout ce que j'avais. Je l'ai perdue à l'âge de 12 ans quand j'ai été placé en famille d'accueil. J'essayais de la voir quand même autant que possible, même si l'aide sociale à l'enfance ne nous permettait pas de faire ce qu'on voulait. Mais c'était le seul lien de famille que j'avais. Quand je l'ai perdu, Jonathan, il s'est retrouvé sans personne. J'ai pas de femme, pas d'enfant à ce moment-là. Toujours pas d'enfant. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais plus d'attache. Beaucoup de gens, quand ils ont plus d'attache, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retrouvent à la dérive. Ils savent plus où ils vont. Ben moi, c'était l'inverse. Je me suis ancré quelque part, je me suis ancré dans mes sociétés, dans ce que je créais, et donc dans ma capacité à dire maintenant, cet ancrage, je vais le tirer avec mes mains pour arriver à la destination. Et si vous faites ça, je vous assure que vous y arriverez. Parce que votre objectif dans votre tête, c'est la réussite de votre projet. Ça peut être votre réussite personnelle, ça peut être votre réussite professionnelle. Mais quand vous vous mettez un objectif et que vous n'avez pas d'ego de vous dire « je vais me tromper, quand je me trompe, il faut que j'accepte que je me suis trompé et que je réitère et que je trouve d'autres solutions », eh bien vous y arriverez. Vous y arrivez étape après étape parce que souvent on se dit « mais il a réussi, waouh !» Et on voit la réussite. La réussite, on a toujours l'impression que c'est du jour au lendemain. Mais du jour au lendemain a souvent pris 10 ans. Et donc moi, à chaque fois que je commençais quelque chose, je reprenais à zéro. Quand j'ai commencé à acheter mon premier hôtel, tout le monde m'a dit « mais t'es complètement fou ». Je suis en 2018 à ce moment-là, j'ai à peine 30 ans. Et je me dis, je vais acheter un hôtel. Je vais faire un hôtel 4 étoiles dans le 18e arrondissement de Paris. Et on me dit, mais dans le 18e, un 4 étoiles, ça n'a pas de sens. Les hôteliers se moquaient de moi. Et je leur ai dit, on va voir. En tout cas, j'ai une idée, j'ai un concept et je vais y aller à fond. Je ne dis pas que ça a été facile. Je me suis pris le Covid de pleine face au moment de l'ouverture. 30 000 € par mois de remboursement sur l'hôtel, 0 chiffre d'affaires. Ah ben c'est dur. Mais ça fait partie du voyage. Il n'y a aucun voyage qui est un voyage sans embûches. Il n'y a aucun voyage qui est on va gagner de l'argent facilement. Je ne suis pas un détracteur des crypto-monnaies parce que j'y connais pas grand-chose, mais dire je vais investir aujourd'hui à 100 000 parce que ça va aller à 1 million, en fait, on n'en sait rien. Il y a plein de théories. C'est comme dire que le CAC 40 va être à 50 000. Ouais, il sera peut-être à 50 000. On ne sait pas quand. Et il le sera sûrement un jour. Mais on ne sera peut-être même pas vivant. Donc, moi, ce que j'ai toujours aimé faire, c'est investir dans du concret. Votre société, c'est concret. Une entreprise, c'est concret. Ça génère du chiffre d'affaires parce que ça vend un produit. L'immobilier, c'est concret. L'hôtellerie, je savais que ça ne pouvait pas disparaître. Les gens ne vont pas arrêter de visiter Paris. Ils ne vont pas arrêter de se loger. La nourriture, elle ne va pas disparaître. Quoique, peut-être qu'on va inventer des capsules qu'on va manger et ça nous nourrira. Mais à la limite, l'hôtellerie ne disparaîtra pas. On voudra toujours visiter des lieux. Et donc, quand j'ai investi, j'ai pensé simplement en me disant quel est le business où, quoi qu'il arrive, il existera toujours.
Et donc, naturellement, en venant du monde de l'immobilier, en venant de mes petites chambres de service de 7,5 mètres carrés que je rénovais moi-même à la force de mon bras, en parallèle de mes études, où j'arrivais couvert de poussière de chantier à l'école et on se foutait de moi, mais je voyais une chose, c'est que les gens avaient besoin de se loger, c'est que les gens voulaient un toit. Et donc, naturellement, le petit bonhomme, il fait son chemin. Et les hôtels, quand j'ai découvert ça, j'ai découvert un business exceptionnel, qui est un business d'exploitation, qui est dur. Donc j'ai dû réapprendre un métier. J'ai dû apprendre à embaucher un directeur d'hôtel. Moi, j'avais l'habitude d'embaucher des développeurs et des commerciaux dans le software. C'était un autre métier et il fallait le faire en parallèle. Donc, à chaque métier, que vous ayez l'impression de rien y connaître et qu'on vous dit parce que vous y connaissez rien, vous n'y arriverez pas, posez-vous juste une question. C'est est-ce que ce que vous faites ou ce que vous souhaitez entreprendre vous plaît? Est-ce que quand vous vous levez le matin et que vous allez, dans mon cas par exemple, voir mes développeurs, regarder mon produit, est-ce que mon produit fonctionne? Est-ce que le chiffre d'affaires est en ligne avec ce que je voulais faire? Quand je vais dans mes hôtels, est-ce que les clients sont contents? Est-ce que les chambres sont parfaitement propres? Est-ce que les draps sont tirés? C'est des trucs qui me passionnent, ça paraît con, mais ça me fait plaisir. Je ne vois pas ça comme un travail. Eh bien, vous posez-vous cette question, c'est est-ce que ce que vous faites vous plaît? Et si c'est le cas, lancez-vous. N'ayez pas peur, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Votre seule peur, la seule chose qui peut vous permettre d'échouer, ou qui va vous faire échouer, c'est vous-même. Ce n'est pas les autres. Les autres sont les personnes qui parlent, qui sont même parfois jalouses, parce que quand on entreprend, les gens se disent « Ah, il quitte l'entreprise, il va créer sa boîte. Est-ce que, au fond de moi, est-ce que je n'aurais pas un peu envie? Mais est-ce que je n'ai pas un peu peur de prendre le risque? Le risque de me retrouver sans emploi, le risque d'échouer. » C'est marrant parce que moi, toute ma vie, l'échec, je l'ai entendu comme un bourdonnement dans mes oreilles. Et je me suis dit, mais l'échec, c'est qu'un échec si on accepte que c'est un échec. Si on le voit comme une leçon, comme quelque chose qu'on a appris, quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Est-ce que finalement, on n'a pas appris quelque chose et on ne revient pas plus fort qu'avant cet échec? Et réfléchissez parce qu'on a tous eu des échecs. Et je vais vous en raconter un, moi, qui est un de mes peut-être plus gros. Mais réfléchissez à tous ces échecs et voyez ce que vous avez appris. Qu'est-ce que ça vous a concrètement appris? Est-ce que finalement, cet échec ne peut pas vous rendre plus fort? Et je vais vous en dire deux, parce que j'adore mes deux métiers, qui sont un, l'immobilier, et un, la tech. Dans l'immobilier, mon plus gros échec, ça a été lorsque j'ai acheté mon premier hôtel en me disant, il n'y a rien qui peut m'arrêter. Il n'y a rien. L'hôtel, je vais le rénover, je vais le mettre en location. J'ai déjà mon benchmark avec tous les prix des hôtels environnants. Je sais exactement combien il va me rapporter cet hôtel. Je n'avais pas prévu une chose. C'était deux choses. Le Covid, évidemment. Et ça, malheureusement, quand un truc comme le Covid tombe, on apprend quelque chose, mais on ne peut pas y faire grand-chose. Déjà, on apprend que tout est possible dans un business et qu'on peut échouer dans tous les cas. Mais la deuxième chose, qui était la chose principale dont je voulais vous parler, c'était embaucher un directeur d'hôtel. Je me dis, c'est un employé comme un autre, je vais faire comme chez Aircall, je vais embaucher toute l'équipe, vite fait, bien fait, ils ont de l'expérience, donc ils savent le faire. J'en ai eu 3 en 3 semaines. Les gars venaient, ils ne savaient pas lancer un hôtel, ils savaient surtout gérer un hôtel, donc il me fallait quelqu'un d'entrepreneurial. Et en fait, j'ai appris que le monde de l'hôtellerie, ce n'est pas le monde de la tech. Ce n'est pas des développeurs qu'on met, on leur dit voilà le produit, c'est ça qu'il faut faire, voilà la roadmap. Non, un directeur d'hôtel, c'est quelqu'un qui s'installe et qui gère un hôtel. Pas qui gère une fin de chantier, pas qui gère la mise en place intégrale d'un hôtel. Et donc, j'apprenais au fur et à mesure. Et ça a été très difficile parce que je me suis retrouvé à devoir gérer l'ouverture d'un hôtel alors que j'ai une boîte à ce moment-là, je devais avoir 250 salariés. Et les salariés, eux, ils sont là, ils doivent te voir, tu dois travailler avec eux. Et donc, je me suis retrouvé à avoir cette double casquette et j'ai appris une chose, c'est qu'il y a des métiers pour chaque chose. Et le directeur de hôtel, c'est quelqu'un qui a un métier très précis, qui n'est pas le lancement spécialement d'un hôtel. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans.
Et ça m'a appris, pour les prochaines fois, de le faire différemment. Et toutes les prochaines ouvertures, j'embauchais le directeur, vraiment quand l'hôtel était prêt, que les lits étaient tirés et qu'il n'y avait plus qu'à mettre le yield en place et la vente des chambres. Et chez Aircall, ma plus grosse erreur, ça a été de croire que les problèmes qu'on a dans notre produit et que le produit en lui-même était parfait et que c'est les clients qui se trompaient. Je m'explique. Les 4 premières années d'Aircall, je vous ai dit 1 million de chiffre d'affaires en année 1, après 3 millions, 9 millions, etc. Croissance exceptionnelle. Mais les clients se plaignent. Les clients ne sont pas contents. Mais nous, on a des œillères. On se dit, on a de la croissance. Donc c'est que globalement, les clients qui se plaignent, ce n'est pas les bons clients ou ils utilisent mal le produit. Et ça, vraiment, on se le disait dur comme fer. Dur comme fer, on se disait, c'est eux qui ont tort, c'est nous qui avons raison. Sauf qu'à un moment, ça devient incontrôlable. Parce que pour un client content, il en parle à 10 personnes. Et un client content en parle à 3 personnes, et un client mécontent en parle à 10 personnes. Donc quand tu commences à avoir des centaines de clients mécontents, tu te retrouves à avoir des milliers de personnes qui connaissent ton produit et qui savent qu'il n'est pas au niveau. Et donc on s'est retrouvé à un moment face au mur, où notre churn, donc les personnes qui s'en vont, était tellement élevé qu'en fait, on avait beau rajouter des nouveaux clients, notre croissance commençait à être flat. Et ça, on s'en est rendu compte pendant presque 3 mois. Et à ce moment-là, on a pris la plus grosse décision qu'on peut prendre à ce moment-là. On a dit, on va arrêter de vendre. On ne vend plus. On va se concentrer sur une chose, c'est nos clients. Sur la satisfaction de nos clients. Chacun de nos clients doit être satisfait. On va les appeler les uns après les autres. On dit aux développeurs, vous arrêtez de coder, vous allez appeler les clients avec les commerciaux, vous allez écouter, on va comprendre ce qui ne va pas et on va corriger chaque bug les uns après les autres. On a fait comme ça pendant 3 mois, flat, pas de croissance. On avait levé à ce moment-là à peu près 18 millions de dollars. Je peux vous dire que les investisseurs, ils faisaient la gueule. Et on a appris quoi? On a appris qu'il ne faut jamais avoir de hier, il ne faut pas avoir d'ego, il faut être capable d'arrêter une machine, même si elle va très vite, même si on a l'impression que nous, ça va, et de corriger chaque problème les uns après les autres. Lorsque tout a été corrigé, et bizarrement, c'est arrivé à peu près avec le décès de ma mère, eh ben, Aircall a pris une accélération qui n'a jamais été vue auparavant pour nous. On a eu ce qu'on appelle un hockey stick, donc c'est l'angle de croissance était tellement convexe qu'on a compris que notre erreur, ça a été de vouloir vendre à tout prix sans satisfaire nos clients. Lorsqu'on vendait à tout prix, mais avec un seul objectif qui était de satisfaire nos clients, l'accélération a été sans fin. Et on est passé comme ça de doubler chaque année nos chiffres d'affaires jusqu'à aujourd'hui plus de 200 millions de chiffres d'affaires. Et cette histoire, elle nous apprend une chose. Elle nous apprend qu'en fait, personne n'est infaillible et que les erreurs, il faut les accepter, mais il faut surtout être capable de rebondir sur ces erreurs et d'en faire une force. Et nous, à chaque fois, on essayait d'en faire une force. Parce que quand on essaye d'ouvrir un hôtel et qu'on ne vient pas de ce monde, eh ben on va faire des erreurs. Mais après, de ces erreurs, on a été capable d'enchaîner les ouvertures. Et j'ai acheté aujourd'hui plus de 7 hôtels, plus de 25 bâtiments, que ce soit des immeubles de bureaux, des immeubles d'habitation, des centres logistiques. J'ai acheté pour 200 millions d'euros d'immobilier, tout en étant à la tête d'une start-up finalement. Mais en me donnant à fond, en me disant à chaque fois, quand j'achète, je connais mes erreurs, je sais ce qu'on a fait par le passé et je sais ce qu'il faut corriger dans le futur. Et donc, ce que j'essaye de transmettre là, ce n'est pas des chiffres, il a bien réussi, on s'en fout. Ce que j'ai envie de dire, c'est, en fait, c'est possible pour n'importe qui. Je venais ni d'un monde riche, ni d'un monde de la tech, ni d'un monde de l'immobilier, mais j'aimais par-dessus tout ce que je faisais. Et je me suis toujours dit que je vais m'inspirer des personnes qui m'entourent, de chaque personne, je vais regarder ce qu'il sait faire, pour moi aussi essayer d'aller plus haut, plus loin dans mon ambition. Parce qu'en fait, les limites de l'ambition, c'est vos limites à vous-même. Et si vous ne vous fixez pas de limites,
bah, vous pouvez atteindre des sommets auxquels vous-même vous n'aurez pas imaginé. Récemment, je suis allé faire une conférence pour des enfants dans une zone d'éducation prioritaire, sachant que moi, toute ma scolarité au collège, pratiquement, j'étais dans des ZEP, donc des zones d'éducation prioritaire. Et tous les enfants, ils avaient finalement un rêve. C'était de pouvoir un jour eux aussi réussir. Et c'est marrant parce que chaque personne me disait ça. Moi aussi, je veux faire ci, moi aussi, je veux faire ça. Et il y avait toujours un mais après. Et ce mais, vous savez de qui il venait? Il venait de leur entourage, des assistantes sociales, des éducatrices, du personnel scolaire, des professeurs, qui disaient bah, vous êtes dans cette école, donc vos chances d'y arriver sont faibles. Ben moi, je suis arrivé avec un autre message qui est vos chances d'y arriver sont extrêmement élevées. On est dans un pays où la scolarité est gratuite, où énormément de choses sont gratuites, la santé, plein de choses, où en fait on a une chance inouïe en France, qui est on peut s'éduquer pour rien, on peut apprendre un métier pour rien. Moi, ma scolarité m'a été pratiquement intégralement payée par l'État. Certes, j'ai fait une école de commerce, donc ça m'a coûté un peu d'argent. Mais on peut s'éduquer. Et donc, ce que je veux transmettre, c'est ça, c'est de dire, on peut le faire. On peut tous le faire, mais il y a une chose pour y arriver, c'est toujours travailler plus que les autres. Qu'il y ait un concurrent qui existe, bah dites-vous que c'est que le marché existe. Et que vous pouvez mieux faire que lui à une seule condition, c'est de travailler mieux que lui, plus que lui, et exécuter mieux que lui. Et si vous vous rassemblez ces 3 critères à chaque fois, qui sont les critères pour moi de la réussite, c'est de bien exécuter, d'avoir la bonne équipe autour de soi et le bon produit, et ben vous pouvez tous réussir. Merci à vous de m'avoir écouté et à bientôt. C'est dans ton petit cœur que je m'abrite.